Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, c'est Benjamin Griveaux qui est porte-parole d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé qui, vous le savez, est le premier zapping politique de la journée. Dans un instant, le journal des territoires. Et on commence ce journal par les nouvelles compétences et nouveaux budgets qui se mettent en place dans les régions. Focus sur la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, les élus vont délibérer sur le budget 2017. Un budget un peu particulier puisqu'il servira de référence pour cette nouvelle région. En effet, les règles de financement changent, mais surtout la région doit faire face à des nouvelles compétences qu'elle n'avait pas l'an passé. Explication avec Franck Poirot pour TV7 en Gironde. La Nouvelle-Aquitaine s'apprête à adopter son premier vrai budget type depuis sa création en 2016. Il se monte à plus de 3 milliards d'euros. Ce budget 2017 sera désormais celui de référence pour l'avenir de cette nouvelle grande région. Sur le plan des dépenses, la région doit intégrer cette année de nouvelles responsabilités venues des départements. Déjà, on a les nouveaux transferts de compétences qui apparaissent en 2017 qu'on ne retrouvait pas dans le budget 2016. Les compétences de transport, scolaire et interurbain, le fonds de soutien en matière de développement économique et les conventions NAC, enfin voilà, tous les transferts qui n'étaient pas intégrés dans le budget 2016. Le transport scolaire et intercité représente un budget de 300 millions d'euros pour la Nouvelle-Aquitaine en 2017. Elle doit aussi désormais accompagner les chômeurs créateurs d'entreprises tout en conservant ses responsabilités propres, comme la formation professionnelle, l'exploitation des TER ou encore la construction et l'entretien des lycées. D'ailleurs, 2 nouveaux lycées vont voir le jour en Gironde. Les dépenses de fonctionnement représentent près des 2/3 du budget de la région, l'investissement 1/3. Les grandes régions ont été créées par le gouvernement notamment pour entraîner une réduction des coûts de fonctionnement. Ce ne sera pas encore le cas en 2017. Les premiers temps où vous fusionnez, que ce soit une entreprise, une collectivité, c'est pas à ce moment-là que vous faites des économies. Vous faites des économies parce que je ne vais pas mettre les gens à la porte. Je n'en ai ni l'envie, ni le droit. Par contre, il faut réorganiser l'administration, mais je pense qu'à moyen terme, il y aura effectivement des économies de structure. Sur l'affaire des emprunts structurés d'un montant de 172 millions d'euros, dont 46 peuvent être qualifiés de toxiques, hérités de l'ancienne Poitou-Charentes et désormais à la charge de la Nouvelle-Aquitaine. L'affaire n'est pas réglée. Le président de région n'a pas pu mobiliser le fonds spécial créé par l'État il y a quelques années pour les liquider. La Nouvelle-Aquitaine doit donc trouver d'autres solutions pour ces emprunts dont les annuités de remboursement peuvent grever à tout moment son budget. Et la Nouvelle-Aquitaine est candidate pour instaurer une écotaxe abandonnée en 2014 par le gouvernement qui l'aiderait ainsi à financer la restauration des voies ferroviaires. On part à Lyon maintenant. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, va porter plainte dans l'affaire d'espionnage des mails de ses services. Jeudi dernier, à l'occasion d'une assemblée plénière au Conseil régional, il avait annoncé que les boîtes mail de la région auraient été victimes d'espionnage en novembre 2015 sous le mandat du précédent président Jean-Jacques Kéran. Explication avec Leïla Kessi pour Télé Lyon Métropole. Je considère qu'il est de mon devoir, au titre de l'article 40, de porter plainte également. Laurent Wauquiez contre-attaque après les révélations sur des soupçons d'espionnage au sein de la région. Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé son intention de saisir la justice suite à la découverte d'un réseau de surveillance de grande ampleur mis en place par l'ancien directeur des systèmes d'information. Ce dernier aurait eu accès à tous les mails de la collectivité en se concentrant notamment sur les messages en lien avec la presse. Une affaire révélée par nos confrères de Lyon Mag. Je considère qu'on est sur un fait qui est suffisamment grave, qui porte atteinte d'une part au secret de chaque agent, deuxièmement à l'autonomie et à l'indépendance des élus. C'est le syndicat Sud qui le premier a alerté dès fin janvier sur ses soupçons après une banale vérification des paramètres de sécurité de sa boîte mail. En regardant les personnes qui avaient accès, on s'est aperçu qu'il y avait une personne qui ne devait pas y être et qui avait tous les droits sur notre boîte mail syndicale.
Tout le monde est un peu dans le fantasme de surveillance informatique. Tout le monde se doute plus ou moins que les mails pourraient être lus. En plus, personne n'a jamais la preuve. Nous, on a eu la chance d'avoir une preuve matérielle. Tout a commencé en novembre 2015. Nous sommes à un mois des élections régionales et encore sous le mandat de Jean-Jacques Kéran. Mais aujourd'hui, l'ancienne majorité assure ne pas avoir été mise au courant de cette surveillance. Nous souhaitons être informés sur les utilisations effectives de ces ouvertures de droit. Encore une fois, les élus en tout cas les élus de l'ancienne mandature ont découvert, comme vous, ce matin. Quant à l'ancien directeur mis en cause, il a quitté son poste au sein de la région il y a quelques semaines. Cela concerne les jeunes, mais pas seulement. C'est l'une des conséquences de la loi Macron, la réforme de l'examen du code de la route et de sa privatisation. Depuis 2016, des structures privées ont désormais la possibilité d'assurer le passage de l'examen théorique général. Et c'est aussi le cas de La Poste. Un exemple à Remiremont dans les Vosges. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. J'ai pour mission de vous informer qu'il s'agit d'un examen officiel, c'est-à-dire qu'à ce titre, il est strictement interdit de tricher. Nous sommes à La Poste, à la plateforme courrier de Remiremont, et donc nous allons accueillir des candidats qui vont passer l'examen du code de la route. C'est l'une des conséquences de la loi Macron, la réforme de l'examen du code de la route et sa privatisation. Les délais pour passer ou repasser son code étaient jugés trop longs. Mais depuis 2016, le problème est réglé puisque des structures privées ont désormais la possibilité d'assurer le passage de l'examen théorique général. Des entreprises spécialisées dans la certification, les contrôles techniques ou ici en l'occurrence la distribution du courrier. La Poste souhaite diversifier ses activités pour compenser la baisse de trafic du courrier. Et cela correspond aussi à nos missions de service public. Et ça constitue aussi un nouveau levier de croissance pour l'entreprise. Et la formule fonctionne avec 2 centres d'examen à Épinal, Remiremont et bientôt un 3e à Neufchâteau. La Poste a reçu en moyenne dans les Vosges 140 candidats par mois depuis décembre, à raison d'une session par semaine à 30 € par candidat. En revanche, il a fallu former les postiers volontaires pour qu'ils deviennent des examinateurs, tout ce qu'il y a de plus officiel. Il y a eu une formation, alors il y a eu une e-formation, donc ce qui est tendance maintenant. J'ai eu de la formation aussi plus théorique en salle. Et avec mes collègues d'Épinal, on est allé voir sur d'autres sites qui avaient ouvert avant comment se présentaient les sessions pour démystifier un peu le nouveau métier. Parce qu'il s'agit bien d'un nouveau métier pour Jean-Paul Herbach. Postier depuis 40 ans, il a dû occuper à peu près tous les postes de l'entreprise. Le voici donc examinateur. Pour les résultats en revanche, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en charge. Ils sont transmis aux candidats quelques heures après l'examen. On ouvre une page verte maintenant. La première station de service éco-responsable en France a vu le jour en décembre dernier. Située sur le parking d'un supermarché de Bordeaux-Codéran, elle permet aux conducteurs de véhicules électriques de recharger leur voiture ou de la faire nettoyer. Un service clé en main que nous présente Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde. Alain est un peu le pompiste des temps modernes, mais ici, diesel et samplon ne font pas partie de son vocabulaire. C'est en kilowatts et en temps de charge qu'il s'adresse à ses clients. On lui propose différents temps de charge. Par exemple, 20 minutes, ça recharge 80% du véhicule en charge rapide. Pour les véhicules équipés de batterie à charge rapide. Car recharger son véhicule électrique peut se révéler être un véritable casse-tête pour les automobilistes. C'est d'ailleurs en partant de ce constat que GreenSpot a vu le jour. GreenSpot a pour vocation de faciliter l'usage des véhicules électriques et notamment de faciliter la vie pour les utilisateurs. Aujourd'hui, la charge, ça reste quand même quelque chose de relativement complexe, avec des standards qui ne sont pas toujours conformes à la disponibilité. Et donc nous, on charge aujourd'hui l'ensemble du parc véhicule disponible en France et en Europe. Et surtout, on a du personnel qualifié sur place, sur la station, qui prend en charge le véhicule pendant que éventuellement vous allez faire vos courses, puisqu'on est sur le parking d'un supermarché, et qui vous permet comme ça de vous libérer de toute la connaissance technique qui est nécessaire aujourd'hui, malheureusement, pour pouvoir se charger. Une initiative qui vise à lever un frein au développement des déplacements zéro émission. Le GreenSpot de Codéran semble d'ailleurs déjà avoir trouvé son public. Une dizaine d'autres stations devraient voir le jour d'ici la fin de l'année.
De plus en plus d'entreprises ont pris parti de lutter contre le stress et surtout d'améliorer les conditions de leurs salariés en les investissant de plus en plus dans la vie de la société. Un prix a même été créé il y a plus de 20 ans pour récompenser le management des entreprises exemplaires. Cette année, et pour la première fois, c'est une entreprise vendéenne de la Montagne-sur-Sèvre qui l'a emporté. Une entreprise spécialisée dans la réalisation de traitement des eaux et elle avait face à elle des entreprises du CAC 40. Elle a su faire la différence grâce notamment à des fiches idées réalisées par les salariés. Explication de Pierre Dalicieux pour TV Vendée. Tous les matins, ces salariés s'échauffent avant de se mettre au travail. Une idée qu'ils ont eue est soumise à leur direction après qu'un de leurs collègues se soit bloqué le dos en démarrant sa journée. Ici, une solution a été trouvée pour décoffrer en douceur ces pièces de béton. Là aussi en relation avec les salariés. Une succession de petites choses qui partent de ce classeur qui réunit des fiches idées que n'importe qui peut remplir, des idées qui ont des chances de voir le jour. C'est pas une simple boîte à idées, c'est vraiment quelque chose de concret. Sur ces 100 idées imaginées, il y en a quand même 35 qui sont transcrites sur le terrain. C'est vraiment une grosse amélioration pour nos salariés. Ils participent au groupe de travail et c'est vraiment leurs idées à eux qui sont mises en valeur. Des idées qui vont du bien-être au travail jusqu'à la qualité du produit réalisé. Dans cette entreprise, on fabrique des éléments pour le traitement des eaux. Les salariés sont impliqués aussi dans l'amélioration du produit et leurs avis sont pris en compte. Je suis pas à leur place et personne d'autre connaît mieux leur travail qu'eux-mêmes, quoi. Et du coup, si on arrive, nous, des bureaux avec des idées en leur disant bah tiens, demain fais comme ci, fais comme ça, ils vont pas adhérer au projet. Alors que s'ils sont eux-mêmes acteurs du changement, ils vont forcément adhérer de suite, quoi. Une technique de management qui a pour objectif au final d'obtenir une meilleure productivité et donc une meilleure rentabilité. La devise ici, un salarié impliqué est un salarié efficace. Nos métiers, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc demain, quand j'ai un salarié qui vient chez moi, je le forme, il faut qu'il reste des années. Donc c'est avant tout la recherche de la pérennité avant la productivité. Mais effectivement, on se rend compte qu'en les impliquant au maximum dans tous nos projets d'amélioration, ben finalement, on associe aussi bien pérennité et productivité. Ce qui est l'objectif au final, quoi. Qui est l'objectif au final pour être une entreprise performante. Une démarche qui a été récompensée. L'entreprise a remporté à Paris le Grand Prix national France Qualité Performance sous le patronage du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que du MEDEF. On part pour les Alpes-Maritimes maintenant avec l'art vecteur de réinsertion. C'est tout l'objectif du programme Culture pour tous. La ville de Nice atteint ainsi les plus précaires. Visite de musées, représentation à l'opéra et depuis la semaine dernière du piano à l'accueil de jour, comme vous allez le voir dans ce reportage. L'association du père Gilles Florini a fait don de l'instrument et le pianiste Daniel Blanchard a lui joué pour les 100 domiciles présents. Lucie Camin pour Azur TV. Lorsque les notes de Chopin s'élèvent, c'est à chaque fois la même émotion. Un plaisir musical apprécié par les bénéficiaires de l'accueil de jour cet après-midi. Grâce au piano installé dans le foyer, la magie de la musique a opéré. Ça permet de souvent se distraire et de passer un peu du bon temps en écoutant un peu des mélodies, en s'exerçant de temps en temps pour se rappeler de beaucoup de choses. Ça me plaît beaucoup, j'aime trop la musique. Oui, c'est un plaisir, c'est bon. Ça permet de nous distraire, c'est bon. C'est un coin où on vient, c'est reposer la journée. Bon. Si à piano on peut écouter un peu de musique, c'est bon, c'est bon. Un piano à l'histoire bien particulière. L'instrument appartenait à la propriétaire du Negresco, Jeanne Augier. Un cadeau de son père qui l'a suivi de sa Normandie natale jusqu'au salon du Palace niçois. Il y a 2 ans, Jeanne Augier en fait don à l'association du Centre culturel et de la diaconie Saint-Pierre d'Arène, qui décide alors de le placer à l'accueil de jour. Elle m'a dit, puisque vous aimez la musique, prenez-le et faites-en surtout bon usage. Et je trouve que l'accueil de jour, c'est un bon endroit parce qu'il sera usé au bon usage, c'est-à-dire qu'il sera vraiment usé par des gens qui vont faire de la musique à leur façon, peu importe ce qu'on va jouer sur le piano. L'important, c'est que chacun y trouve du bonheur quand il joue et que les autres trouvent du bonheur en l'écoutant. Ça le voit nous épanouir un petit peu et puis de se retrouver encore avec des amis et écouter quelque chose qu'on ne sait pas quoi. Mais on va découvrir. La musique, c'est toujours quelque chose qui nous amène vers le bien. Le piano inauguré par l'artiste Daniel Blanchard pourra également être utilisé par les bénéficiaires de l'accueil de jour. Le Conservatoire national à rayonnement régional qui a raccordé l'instrument a d'ores et déjà promis d'envoyer ses élèves jouer pour ce public. Impatient d'écouter à nouveau les mélodies qui s'échapperont de ce piano. Voilà, vous êtes
peut-être à la montagne en cette période de vacances. Donc à quoi ressemble une usine à neige? Les nivoculteurs de Gérardmer ouvrent leurs portes au public et font découvrir le processus de fabrication de la neige de culture. Chaque année, 150 000 mètres cubes d'eau sont transformés en cristaux de neige pour recouvrir les pistes de la station. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Cette maison au milieu du domaine passe inaperçue et pourtant elle est au cœur de la vie de la station. C'est depuis ce local que travaillent les 2 nivoculteurs de Gérardmer, des faiseurs de neige. Afin de lutter contre les préjugés qui collent à la peau de ce que l'on appelait il y a encore quelques temps la neige artificielle, les techniciens ouvrent leurs portes au public et dévoilent leur mode de fabrication. Il nous faut donc de l'air, donc c'est des machines qui est derrière moi là, avec des gros compresseurs à air qui va comprimer l'air extérieur sous 8 bars de pression. Après il nous faut des pompes qui va aspirer donc l'eau et la comprimer, et ensuite du froid. Et tout ça mélangé, ça va faire quoi? De la neige à la sortie du canon. La nuit, quand la production est en cours et que la météo le permet, ces 3 compresseurs tournent à plein régime. Je vais vous en démarrer un pour que vous ayez la sensation de bruit quand même. Hein. Les 170 canons de la station sont ainsi approvisionnés en alternance, un processus qui peut sembler simple à première vue mais qui nécessite une surveillance de tous les instants. C'est vraiment un métier, je découvre le métier, je ne connaissais pas du tout et je m'imaginais que c'était beaucoup plus simple que ça. Parce que finalement, selon la météo, c'est vrai qu'on a tendance, comme disait monsieur, à dire mais pourquoi ils font pas de neige alors qu'on avait l'impression que la température était bonne. Pour que la fabrication de neige de culture soit possible, la température dite humide doit être au minimum de -3 degrés, une obligation qui réduit considérablement la période de fabrication. Cette année, le problème, c'est qu'on a eu tout. On a eu du froid, mais on a eu de la manque d'eau parce que vu qu'il n'y avait pas plu cet été et cet automne, on a eu un manque d'eau. Après, là, l'eau qui est revenue, maintenant, c'est le froid qu'on attend. Donc, c'est toujours un manque de quelque chose. Mais bon, on essaye pour autant de faire de la neige dès qu'on a une fenêtre de froid, comme cette nuit. On avait du moins 3 mois 4 avec de l'eau, donc on a pu en faire un peu. La nuit de jeudi à vendredi, les nivoculteurs ont pu produire 4000 mètres cubes de neige. Quand les températures descendent jusqu'à -8, le débit peut atteindre 14 000 mètres cubes en 12 heures, grâce à l'eau puisée dans cette réserve sur le haut de la station. Même si en 40 ans, les techniques ont beaucoup progressé, l'illusion n'est pas totale pour les skieurs. C'est vrai qu'au niveau de l'accroche, ça freine, ça nous freine sur le moment, elle est lourde, elle est collante, donc du coup, c'est vrai que pour la glisse, c'est moins agréable. Mais c'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien, c'est vrai qu'on aurait été triste de ne pas avoir du tout de neige pendant nos vacances. Mais la neige de culture a un prix, chaque mètre cube d'eau transformée coûte 1 €. Tous les ans à Gérardmer, ce sont 150 000 mètres cubes qui sont utilisés pour la fabrication des cristaux, soit 150 000 €, une dépense indispensable à la survie de la station. Voilà, fin de ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais avant ça, la une de vos journaux ce matin. Et on démarre avec les unes politiques, avec le courrier Picard pour démarrer cette revue de presse. Ils ne sont pas comme Pénélope. Les assistants parlementaires Picard évoquent leurs actions, leur rémunération. Cela alors que leur métier est sous les projecteurs avec l'affaire Pénélope Fillon. Pour le Maine Libre au Mans, le soutien à Fillon ne faiblit pas. C'est le marché des Jacobins qui est en photo dans le Maine Libre. Et les révélations du Canard enchaîné n'ont pas entamé la popularité de François Fillon auprès de fidèles militants. Leur confiance reste intacte pour Ouest France. Ces rencontres avec des électeurs déboussolés. Et pour l'Ardennais, ce sont les législatives, déjà des tensions. Après la présidentielle se dérouleront donc ces élections, vous le savez, et déjà les tensions sont vives dans cette région quant aux questions, bien sûr, d'investiture. Pour le Midi Libre, le journal dirigé par Philippe Pallat, attentat déjoué, le profil des suspects, garde à vue prolongée pour les 2 hommes de 20 et 33 ans et la fille de 16 ans, et ce sont dans les pages région du Midi Libre, car vous savez que cela concerne Montpellier. Dans l'Est éclair, le prédicat maillon faible de la grammaire présente-t-il une simplification dans l'apprentissage de la grammaire ou du nivellement par le bas imposé dans les programmes? Le prédicat fait débat, c'est dans l'Est éclair. Pour la Charente libre,
les pensions alimentaires vers la fin du calvaire. Une agence a été créée pour faciliter le recouvrement des pensions alimentaires, un espoir pour de nombreux parents, et la Charente a déjà testé le dispositif. La Charente Livre, dirigée par Jean-Pierre Barjou. Enfin, la Marseillaise, le consumérisme en bout de course. C'est à la une de la Marseillaise. Pour la montagne, c'est le Sancy qui fait le plein. On vient de voir un sujet dans le journal des territoires sur la neige artificielle. Eh bien, les sports d'hiver, là-bas, c'est l'affluence depuis samedi dans les stations du Sancy qui accueillent les vacanciers des zones B et C, à tel point que les cours de ski affichent presque tous complets dans la montagne. Bon, dans la dépêche, on n'attendait pas moins du journal dirigé par José Biosca. C'est le 15 de France, une victoire à l'arraché, même si l'équipe de France a attendu les dernières minutes pour prendre l'avantage sur l'Écosse, 22-16. Elle gagne le match qu'il ne fallait pas perdre et se relance dans le tournoi 2017. Pour la République des Pyrénées, c'est top 6 avec un point d'interrogation. Une 5e victoire successive, 35-18 contre Lyon hier. Le bonus offensif et une 6e place au classement du top 14. Super titre, la République des Pyrénées, top 6, point d'exclamation. Voilà, nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité. Elle est économique, elle est politique, elle est territoriale, comme toujours dans cette partie-là de notre matinale d'info. Et j'accueille ce matin Jean-Louis Picot, le responsable des pages éco du Parisien. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Bonjour Pascal Jalabert, vous êtes ce matin sur ce plateau pour le Républicain Lorrain, un des journaux du groupe EBRA. Et bonjour Hubert Coudurier, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme et vous êtes le président de TBO, Télé Bretagne Ouest. Merci d'être avec nous. Pourquoi cette présidentielle bouscule tout ? Ténor éliminé, parti de gouvernement en difficulté, candidat avec profils atypiques. Vous pointez Pascal Jalabert dans le Républicain Lorrain ce matin, un mouvement global de colère au fond des citoyens. Oui, une colère des citoyens et puis surtout beaucoup d'interrogations. Donc le premier acte présidentiel a été posé, on peut résumer ça par le dégagisme, hein. On a vu tous les ténors partir. Maintenant on est dans une espèce d'entre-deux où chacun se demande vers où il peut aller et vers quelle solution il peut se tourner pour répondre à des incertitudes qui sont multiples. Elles sont toutes liées à la mondialisation, le travail a changé, les populations se mélangent, les solutions précédentes ont échoué, et il y a des interrogations sur la protection sociale surtout, d'où cette présidentielle complètement inédite. Jean-Louis Picot, des partis fracturés aussi. C'est la cause en partie de cela. Et pour cause des partis auto-fracturés, c'est-à-dire qu'on a vu une gauche qui s'est auto-détruite après 5 ans au pouvoir, avec les frondeurs, le feuilleton François Hollande, la candidature de Valls qui se fait lui-même dégager au bout du compte. Les partis de droite, c'est pas beaucoup mieux. Finalement, là où ça n'a pas trop bougé, c'est chez Marine Le Pen, qui est toujours là en embuscade. Je pense qu'à l'époque de l'élection de François Hollande, il y avait l'inversion de la courbe du chômage qui avait fait un peu effet baguette magique. Et aujourd'hui, les candidats ne peuvent plus jouer là-dessus. Malheureusement, ils n'ont pas justement la recette pour promettre quoi que ce soit dans ce domaine. Et je pense peut-être on n'en parle pas assez. Et c'est de ça qu'il faudrait justement débattre aujourd'hui. Il est temps. Un effet de la mondialisation aussi, Hubert Coudurier. Une peur de l'avenir. Oui, c'est l'impuissance des gouvernants face à la mondialisation et c'est l'échec successif de Nicolas Sarkozy puis de François Hollande. On a vu les derniers chiffres sur le déficit du commerce extérieur, on a vu l'audit de la Cour des comptes qui montre que finalement la réduction des déficits n'est liée qu'à la baisse des taux d'intérêt, donc ça pourrait repartir à la hausse. C'est quand même assez inquiétant sur l'évolution actuellement sur les marchés financiers. Donc c'est cette impuissance qui fait miroiter l'envie de solutions alternatives, de renouveau, avec des hommes qui se gardent bien, comme Emmanuel Macron, de s'engager très précisément sur leur programme. Pascal Jalabert, ailleurs ça se passe comment? Alors David Cameron, il a triomphé aux législatives de 2015, il n'est plus là. En Italie, Matteo Renzi a été balayé après les municipales. En Espagne, 2 élections n'ont pas permis de dégager une majorité. Aux Pays-Bas, depuis 2002, tous les gouvernements ont démissionné. Quant à l'Allemagne, Angela Merkel,
elle n'est pas mieux servie, j'allais dire, elle est dans un vrai risque électoral. Oui, c'est un phénomène propre à toutes les démocraties. Alors, c'est vrai que dégage, c'était un slogan du printemps arabe, des foules contre des régimes autoritaires. Et bien, dans les démocraties, dégage, c'est dans l'urne. Et ça va très vite. C'est-à-dire qu'en 6 mois, une majorité peut se faire et se défaire. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu donc le dégagisme des institutionnels, mais il y a Trump, on ne sait pas où ça va nous mener. En Italie, le mouvement 5 étoiles à Rome, ils savent déjà plus si dans 15 jours, Madame Draghi sera maire. En Espagne, c'est l'impasse depuis 6 mois. Et le Brexit, on ne sait pas comment faire. Donc, l'élection est un saut dans l'inconnu. Et ce qu'il y a après, c'est encore plus une aventure. Alors, peut-être Hubert Coudurier. On a vu quand même que, pour reprendre ce que dit Pascal, le printemps arabe, il a débouché sur l'hiver islamiste. Angela Merkel, elle a quand même été réélue à plusieurs reprises, même si la dernière tentative risque de lui être fatale. Elle a eu des résultats sur le plan économique. Et ça lui a permis, sur le plan politique, d'engranger des réélections. Il y a une exigence de résultats. Il y a une exigence de transparence, mais il y a aussi une exigence de résultats. Et ça, aujourd'hui, tous ces échecs n'ont pas été pardonnés, que ce soit ceux de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Alors, tout part du renouvellement des générations. 52% des électeurs de 2012 n'étaient pas en âge de voter en 1981. Donc c'est toute une génération, au fond, qui maintenant a une culture politique. Oui, elle a une culture politique, je dirais, un petit peu forcée aussi par les événements, sans doute. Moi, je pense que tout ce qui est actes terroristes, les attentats, tout ça, font qu'il y a eu une prise de conscience des jeunes, notamment, qu'il y avait des enjeux, qu'il fallait participer à ce débat, que c'était à la limite, ils n'avaient même pas le choix, il fallait agir. Donc j'espère, pour le coup, que ça va se traduire dans les urnes dans quelques semaines. On a 18,5% d'inscriptions en plus à fin 2016 par rapport à fin 2011. Donc ça, c'est très important. C'est surtout dans les métropoles, Lyon, Strasbourg, Paris. Et là, en effet, on va voir quelque chose de nouveau d'émerger avec une nouvelle génération, entre guillemets, d'électeurs qui, là, va prendre le pouvoir, enfin, ou du moins installer un pouvoir. Jean-Louis Picot, justement, ces nouveaux électeurs, ils s'intéressent à la nouvelle économie. Marc Simoncini, le créateur de Mythique, partage son expérience dans les pages écho du Parisien. Ce matin, il défend l'entrepreneuriat à la française. Oui, il nous dit que si on veut entreprendre en France, et notamment dans les métiers effectivement du numérique, quand on est une start-up, il n'y a aucun problème pour trouver de l'argent, se faire financer et lancer un projet à partir du moment où il est fiable. Ça va faire beaucoup de gens qui ont envie de le contacter, ça, à mon avis. Ah, mais il y a énormément de jeunes qui ont envie d'entreprendre. Vous savez les chiffres sont bons pour l'entrepreneuriat en France, la création d'entreprises pour 2016, et il y a une attente, il y a une demande des jeunes pour créer des entreprises. Donc je pense qu'il faut aller vers ça, et ça serait bien qu'on entende plus souvent des gens comme Marc Simoncini, qui n'a pas eu que des réussites dans sa vie, mais qui finalement a énormément de choses à dire sur... C'est qu'il y a eu des échecs pour permettre des réussites, il dit. Absolument, je pense que c'est intéressant et que le monde économique, le monde des entrepreneurs est peut-être pas suffisamment valorisé dans le débat justement en vue de ces présidentielles. C'est ce qu'on essaye de faire dans le Parisien. Ça va intéresser Hubert Couturier. Mythique est américaine maintenant. Hubert Coudurier a cédé ses parts, a vendu une partie, il reste au conseil d'administration. Et c'est devenu, Hubert Coudurier, un service au fond de rencontres, mais tous azimuts, pour faire de la cuisine, du bricolage. Ils se sont diversifiés, des événements. C'est pas simplement le site internet sur lequel on va, où on laisse un profil et puis on attend d'avoir une connexion avec quelqu'un. Ils s'appuient sur des événements, des restos, des soirées, etc., pour que les gens se rencontrent. Ils sont comme tout le monde, ils ont besoin de se diversifier et d'améliorer l'offre, ce qu'ils font plutôt bien. Hubert Coudurier, la une du Télégramme aujourd'hui. Il faut se rappeler la phrase de Bill Clinton, qui avait dit à George Bush pendant la campagne présidentielle américaine, qui lui a permis d'être réélu et de rester très populaire après son départ. 8 ans à la Maison Blanche. Look economy stupid, et c'est ce qui manque aujourd'hui à la France, c'est-à-dire de se focaliser sur ce qui marche, sur des entreprises performantes et un discours un peu dynamique. La une du Télégramme aujourd'hui, dont vous dirigez l'information, Hubert Coudurier. La place des algorithmes, que prennent les algorithmes dans la vie quotidienne. Et ça va tout changer pour nous ? Non, mais c'est ce qui manque à Fillon aujourd'hui. À travers notre portable. Positif. C'est de ne pas parler uniquement de la purge des fonctionnaires, c'est de montrer aussi que l'économie française est capable de créer des emplois. Mais vous mettez Google, c'est quand même Google en couverture. C'est pas une entreprise française. C'est actuellement les GAFA qui effectivement récupèrent le plus de la création de richesse. Et ça, c'est un problème. Mais enfin, l'économie française a quand même créé
pas mal d'emplois en 2016. On a un peu tendance à l'oublier. On ne parle que des chiffres du chômage. Et il y a des emplois qui ne trouvent pas preneur dans le domaine du numérique, justement. C'est ça qui est dommage. Jean-Louis Picot, responsable du Parisien Écho. Merci Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme. Merci Pascal Jalabert du Républicain Lorrain ce matin d'avoir débattu de ces questions-là. On passe à la météo des territoires avec les départements français d'outre-mer. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Teroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Teroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Et voilà, vous avez vu que la météo s'améliore aujourd'hui sur la France. Voilà, on passe aux Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos. On le regarde ensemble. François Fillon qui prend le large. Le candidat de la droite et du centre vient d'arriver à La Réunion pour 3 jours de campagne. C'est une île que je connais bien, où je suis venu souvent. C'est à la fois un symbole de la grandeur de la France, puis en même temps c'est un résumé de tous les maux de notre pays, en particulier du chômage et de l'insécurité. Il a des décisions à prendre et il aurait dû les prendre avant cela, parce qu'il est en train de menacer l'alternance, de menacer y compris son camp ou sa famille politique. Ça fait chaud au camp, monsieur Fillon? Monsieur Fillon, pourquoi vous êtes préoccupé par mon cœur? Dans 15 jours, il sera trop tard. Puisque pour être candidat à la présidence de la République, il faut recueillir 500 parrainages de 30 départements. Ouais. Et si vous ne le faites pas, eh bien, personne ne peut être candidat à votre place. Ouais. Donc, il faut qu'il se décide maintenant. C'est à lui de décider, pas à moi. Détendu, le candidat esquisse même quelques pas de danse. L'ambiance est festive. Vous allez repartir avec un karma d'enfer à Paris. J'ai un karma d'enfer. Au fond, la question a toujours été la même. Être debout ou être à genoux? Eh bien, ma réponse, c'est debout toujours, à genoux jamais. François Fillon, François Hollande, Benoît Hamon et Nicolas Sarkozy, tous dans le même char. Ce n'est pas courant de les voir réunis, mais à Nice cette année, on a décidé de s'amuser des hommes politiques. Moi, je ne veux pas proposer une vision de la France qui soit sinistre. Et j'observe qu'à vision sinistre, projet sinistre. Et c'est exactement le projet de François Fillon, sinistre. Tout l'enjeu, c'est de s'adresser à ces électeurs et de leur poser la question du rassemblement et de la possibilité d'organiser ce rassemblement. Et on le fera concrètement. Il faut ménager toutes les sensibilités. Alors il y aura dans cet organigramme 2 porte-paroles proches de François Hollande, un directeur de campagne proche de Martine Aubry ou encore la frondeuse Aurélie Filippetti qui soutenait Arnaud Montebourg. Je ne leur demande pas d'arriver avec leur étiquette Payon, leur étiquette Montebourg, leur étiquette Hollande ou Valls. Le message qu'ils portent, la compétence qui est la leur, nous permettra de nous déployer. Et vous pensez qu'elle est possible cette union avant le premier tour? Ce sera Jean-Luc Mélenchon qui va prendre cette question, je ne sais pas. Ça vous oblige vous aussi? Vous êtes quand même liés les deux, non? Non mais c'est-à-dire, c'est lié. C'est que, encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire un accord de cartel, de tambouille ou de je ne sais quoi. Jean-Luc Mélenchon a toujours été clair. Il n'est pas très intéressé ni par le soutien des militants communistes qui lui ont apporté une majorité pour qu'il soit le seul candidat, ni par la main tendue par Benoît Hamon. Regardez ce que vous voyez là, on dirait moi en 2012. Vous avez sur l'image, vous avez le rouge et le vert, ce sont les couleurs de mon parti, ma cravate rouge, mon costard noir. Bon, on a l'impression qu'il joue une sorte de revival, comme on dit, une version colorisée des années 2012. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, et l'invité politique ce matin de Territoire d'Info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Benjamin Griveaux. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, eh bien, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Merci d'être avec nous. Benjamin Griveaux, une crèche dégradée et des voitures brûlées la nuit dernière à Drancy. 3 interpellations. Manifestation pour Théo, samedi après-midi à Bobigny, qui tourne mal. 37 interpellations. Craignez-vous que les quartiers s'enflamment comme en 2005 ? Si on jette de l'huile sur le feu, ce sera le cas. Et donc il faut dans la période avoir beaucoup de sang-froid. Donc il fallait interdire la manifestation au départ ? Je termine simplement ma phrase, si vous me l'autorisez. Oui. Il y a une double responsabilité. Une responsabilité politique d'aborder la situation avec sang-froid, avec calme. La famille de Théo a appelé à de maintes reprises au calme et a appelé la population, le maire, les élus locaux, le tissu associatif. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a la responsabilité des médias également. Et j'ai vu sur des chaînes d'infos des images, des photos, des vidéos qui ne datent pas de la nuit dernière ou des quelques jours qui viennent de s'écouler, dramatiques, qui ont été connus à Bobigny, à Aulnay, à Drancy la nuit dernière, et qui ont été présentés comme étant des événements des derniers jours. Et donc, manifestement, il y a une volonté de manipulation aussi des images. J'appelle donc une grande prudence. Et il y a 2 sites, deux sites très précis. Russia Today, comme par hasard, et Sputnik. Ces 2 sites contrôlés à 100% par l'État russe et qui, depuis des semaines et des mois, calomnie certains candidats, en particulier Emmanuel Macron, si on dit les choses, épargne d'autres candidats, Marine Le Pen et François Fillon, si je vous dis les choses du fond de ma pensée, et qui, dans cette période, ont une responsabilité particulière. Vous mettez en cause la Russie. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un sujet terrible. Elle a eu un rôle aux États-Unis dans la campagne présidentielle auprès de Donald Trump. Elle a eu un rôle au niveau du Brexit et du vote et de la campagne qui s'est tenue en Grande-Bretagne sur le Brexit. Le Parlement européen a alerté dans un rapport récemment sur l'ingérence de ces 2 médias soutenus par l'État russe à 100%. Donc est-ce que la Russie est en train de s'ingérer dans la campagne d'Emmanuel Macron ? Elle est en train de s'ingérer dans la campagne présidentielle française et ça n'est pas normal. La sincérité des débats doit être garantie dans cette présidentielle. Or, ces 2 médias n'y participent pas. Si on veut revenir quand même au problème des banlieues en France, ça fait 25-30 ans qu'on en parle. Ça, c'est pas la responsabilité de la Russie. Absolument pas. Est-ce que, de votre point de vue, il y a par rapport aux événements récents de ces derniers jours, malheureux, est-ce qu'il y a une responsabilité du gouvernement ? On a assez peu entendu, par exemple, le ministre de l'Intérieur. Écoutez, il y a une responsabilité collective depuis... Enfin, moi, j'ai 39 ans. Depuis que je suis né, on parle des problèmes de banlieue. Il y a une responsabilité collective. Et cette responsabilité collective, elle n'est pas monofactorielle. Vous avez une conjugaison de facteurs qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve dans de très nombreux quartiers français. La dégradation de l'emploi, l'absence de services publics, la dégradation du logement, les difficultés de transport. Quand vous avez dans des quartiers des taux de chômage qui atteignent 25, 30, 40%, plus de 50% chez les jeunes, il ne faut pas s'étonner que la situation les solutions du candidat Macron sur ce type de problème. Et donc les procès qui sont faits au gouvernement actuel par l'ancien Premier ministre qui a été en charge pendant 5 ans de la situation du pays, qui ne l'a pas améliorée, qui fait ça à distance à La Réunion, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur moyen d'apporter une réponse. La politique de la ville par Emmanuel Macron, ça donnerait quoi ? La clé de voûte, c'est le travail. La clé de voûte, c'est le travail. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour permettre à ces quartiers de connaître des taux de chômage moins importants. Et donc, c'est ce qui est proposé dans les premières mesures qui ont été présentées dès le mois de novembre et développées au mois de décembre par Emmanuel Macron sur la question du travail et sur la place centrale du travail. Ça, c'est quand même un peu facile parce que cette question du travail, elle est déjà venue sur le devant de la scène avec un certain nombre de gouvernements et ça n'a jamais rien réglé au niveau de la banlieue. Bien sûr. Avec un échec terrible. Un puits sans fond, la banlieue. Des milliards d'euros. Ils ont beaucoup parlé du travail sur la banlieue depuis 30 ans. Quand vous voyez que les taux de chômage sont à 50% chez les moins de 25 ans, manifestement, la question n'a pas été réglée. En tout cas, il y a eu des échecs sur cette politique-là. Pourquoi il y a eu des échecs ? Mais qu'est-ce que ferait Macron concrètement pour que ça change ? À partir du moment où vous placez le travail au cœur du projet qui est le vôtre, vous permettez, et il a été suffisamment raillé sur cette fameuse ubérisation de la société Uber, VTC, que ce soit chauffeur privé, le cab, Uber, bref, ces sociétés de transport privées, sont aujourd'hui le premier employeur des jeunes de moins de 25 ans pas qualifiés en Île-de-France. Ils permettent à des gamins de
d'avoir un premier emploi, de se mettre le pied à l'étrier, de trouver une activité et de se lancer. C'est pas évidemment la solution, et je ne suis pas en train de dire que les VTC sont la solution pour les... Oui, sauf que c'est en permettant d'avoir cette mobilité et d'avoir un emploi et de mettre le pied à l'étrier. Certes, pas dans les conditions optimales, certes, ils font des semaines très longues et pas pour des salaires mirobolants, mais à minima, ils rentrent dans le marché, ils rentrent sur le marché du travail, ils se constituent une identité sociale aussi, parce que le travail y participe, et c'est cela qui manque. Il y a quand même une urgence, il y a une question, je dirais, de moyens. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, renouer avec la police de proximité? Que fait-on dans l'urgence? Parce que retrouver du travail, vous savez très bien que ça va prendre du temps. Le travail, ça n'est pas tout. Vous avez l'ensemble du champ politique qui doit être exploré. C'est la question de la police de la sécurité quotidienne. C'est ce qu'Emmanuel Macron propose depuis le mois de novembre. Donc on dit qu'il n'a pas de programme. On dit qu'il n'a pas... Attends, laissez-moi terminer. Ça n'est pas la police de proximité de 97 créée par Jean-Pierre Chevènement sous le gouvernement Lionel Jospin. C'est une police qui est dans les quartiers, qui peut permettre aussi de travailler sur les questions de renseignement territorial. Et aujourd'hui, on sait qu'on en a besoin. Donc ça, on en embauche combien à ce moment-là? Ce sont 10 000 personnes. 10 000 personnes dans le quinquennat qui sont en proximité simplement pour une raison simple. C'est que quand vous êtes connaisseur du quartier, quand vous travaillez au quotidien avec les responsables d'associations, avec les entreprises, que vous connaissez les habitants du quartier, la relation entre la police et les habitants, par définition, n'est pas la même que lorsque vous êtes simplement une police de maintien de l'ordre. Benjamin Griveaux, est-ce que c'est le rôle de la police de jouer au foot avec les jeunes des quartiers? Le rôle de la police, c'est de connaître les gamins des quartiers et de pouvoir travailler très en amont et de construire une relation durable et pérenne. Si vous faites que des opérations coup de poing... Donc jouer au foot, ça fait partie du job. Écoutez, c'est le fameux exemple qui avait été pris par Nicolas Sarkozy. En tout cas, ça fait partie de la connaissance d'un quartier que d'y passer du temps et de connaître les habitants dont on a en charge la sécurité. Quand vous dites qu'il faut plus de moyens, est-ce qu'il faut également une meilleure formation des policiers et même, je dirais, une purge dans la police contre les policiers ripoux, comme le demande Jean-Luc Mélenchon? Attendez, nous, on n'est pas là pour faire des purges. Et la tendance dégagiste du moment des uns et des autres ne me semble pas très responsable. La question, l'affaire qui a été celle de Théo sera saisie, enfin la justice a été saisie, elle sera tranchée par les tribunaux et c'est à l'autorité judiciaire à faire. Ce n'est pas aux politiques d'avoir un comportement de purge. C'est Benjamin Griveaux, le porte-parole d'Emmanuel Macron, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat et Sud Radio. Benjamin Griveaux, vous répondez quoi à ceux qui continuent de se demander où est le programme d'Emmanuel Macron? Le programme n'est pas le cœur d'une campagne pour lui, c'est ce qu'il dit. Personne ne lit les programmes. Écoutez, il a fait près d'une centaine... Un peu simpliste, ça. Ouais, il a fait près d'une centaine de propositions depuis 3 mois et demi. Donc ceux qui ne veulent pas voir continueront de ne pas voir. La police de sécurité quotidienne, il l'a proposé il y a 3 mois et demi. Personne n'en a parlé sur les plateaux. C'est une critique que vous entendez ou vous la réfutez totalement? C'est une critique que l'on entend. Mais ce qui est assez désagréable dans le moment, c'est que quel est le programme de François Fillon sur la santé? Moi, je suis incapable de vous le dire aujourd'hui. Quel est le programme de François Fillon sur les 500 000 fonctionnaires? Il les supprime où? Il ne le dit pas. Marine Le Pen fait 144 propositions, 0 chiffrage. Pas une question sur ces... Vous attaquez les autres, mais vous ne répondez pas sur... C'est simplement que je suis en train de vous dire qu'on a une exigence à l'égard d'Emmanuel Macron, et c'est normal, qui est sans doute plus forte que pour les autres. Et donc, il a déjà mis sur la table une centaine de propositions depuis le mois de novembre. Il a dit qu'il présenterait fin de semaine prochaine le cadrage budgétaire et la totalité de ce qu'il appelle le contrat avec la nation à la fin du mois de février. Quelle est la différence avec les autres? Un président de la République, il doit s'engager sur une dizaine de priorités avec la nation. Ça n'est pas un Premier ministre. Et il retrouve sans doute aussi l'esprit des institutions. La priorité numéro 1, par exemple, parmi ces 10, c'est le travail. Le travail et l'école. Tous les candidats disent la même chose. Oui, mais peu proposent une transformation du modèle. Oui, alors la transformation du modèle. La transformation du modèle, il l'a mis sur la table dès le mois de novembre. C'est intéressant parce que, par exemple, vous dites les 40 milliards du CICE, on va les transformer en baisse de charges permanente pour les entreprises. Très bien. Mais est-ce que cette fois, il y aura une contrepartie demandée aux entreprises? On se souvient du patron des patrons, M. Gattaz, dire 1 million d'emplois, on les attend toujours. Alors, vous avez deux manières d'aborder la question du travail, et c'est sur ces deux manières-là qu'il faut aller parallèlement. Si vous faites l'une sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Il faut mieux le rémunérer, et je viendrai ensuite sur votre point. Mieux le rémunérer, ça veut dire concrètement que demain, un travailleur au SMIC aura un 13e mois à la fin de l'année, avec 100 € net par mois, chaque mois, donc un 13e mois à la fin de l'année, du fait de la suppression des cotisations salariales
de la part chômage et maladie de ses cotisations et de l'augmentation de 50% de la prime d'activité. Donc c'est mieux rémunérer le travail qui n'est pas assez rémunéré. Deuxièmement, faire baisser le coût du travail pour améliorer la compétitivité coût de nos entreprises. On fait comment ? Et donc, c'est ce que vous dites, c'est le transfert de la totalité du CSE sur des allègements de charges à hauteur de 6 points jusqu'à 2,5 SMIC et à hauteur de 10 points sur un travailleur au SMIC, ce qui veut dire concrètement que pour un travailleur au SMIC, c'est 0 charge sur le SMIC. Question un tout petit peu plus politique de la campagne. Il y a un potentiel candidat qui s'interroge, qui est François Bayrou. Est-ce qu'il y a des contacts entre Emmanuel Macron et François Bayrou ? Est-ce qu'ils se parlent ? Non, il n'y a pas de contact entre Emmanuel Macron et François Bayrou. François Bayrou a publié un ouvrage, il s'exprime beaucoup. La candidature, son choix d'être candidat ou pas lui appartient et nous ne commenterons pas. Est-ce que vous aimeriez que François Bayrou vous rejoigne ? Écoutez, nous, toutes les personnes qui sont dans le champ républicain et qui considèrent que le clivage gauche-droite a vécu, qu'il est remplacé aujourd'hui par un clivage entre d'un côté le progressisme et de l'autre le conservatisme, et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs portées par le mouvement, dans les premières propositions qui ont été faites, eh bien, sont les bienvenus et peuvent venir nous soutenir. Faut-il élargir, par exemple ? Mais le soutien ne vaut pas un fléchissement de la ligne politique qui a été définie et ne vaut pas investiture pour les législatives. Nous ne rentrerons pas dans ces jeux d'appareil. Qu'est-ce qui vous manque, Benjamin Griveaux, dans cette campagne pour, au fond, que ça réussisse, que Emmanuel Macron soit président ? Par exemple, vous en êtes où de votre financement ? Parce qu'une campagne, ça coûte cher. Alors, financement, nous, on a levé à peu près un peu plus de 5 millions d'euros auprès de 21 000 donateurs, donc des personnes physiques, exclusivement, je le rappelle, puisque nous ne disposons d'aucune subvention publique. Et donc, c'est quoi le profil de ces donateurs ? 2 tiers des dons sont inférieurs à 60 euros, 3% des dons sont supérieurs à 4 000 euros. Ce qui casse un peu l'image que certains aimeraient nous coller de candidats des milliardaires ou des start-upers, puisque l'immense majorité des gens qui donnent au mouvement sont des petits dons. On reçoit beaucoup de gens, de chèques, de personnes qui nous demandent de les encaisser seulement à la fin du mois. Est-ce que Pierre Berger fait partie de ces donateurs ? Écoutez, vous le savez comme moi, la loi interdit de donner le nom des donateurs. S'ils veulent le faire, qu'ils se fassent connaître. Ils n'avons aucune difficulté avec ça, mais ça commence à bien faire. Ça fait des mois que tout le monde demande la liste des donateurs. C'est contraire à la loi. Changeons la loi et ensuite on pourra divulguer le nom des donateurs. Vous seriez passé d'un soutien comme celui de Pierre Berger, qui représente la Mitterrandie, enfin voilà, la vieille politique. Très franchement, Emmanuel Macron a été l'homme seul et sans soutien pendant 6 mois, et maintenant qu'il a des soutiens, il faut faire le tri. Il faudra... Vous ne faites pas le tri. Je préfère avoir... Non, à partir du moment où il y a un soutien sincère, vous savez, ils ne participent pas à l'élaboration du programme, ils ne participeront pas au gouvernement, que ce soit Pierre Berger, Alain Minc, je prends les devants parce que je savais que le nom allait sortir, ou d'autres encore. Ils ne sont pas futurs membres du gouvernement et ils n'ont pas pesé sur l'offre politique. Vous aurez quand même besoin d'un emprunt auprès des banques pour faire cette campagne. Bien sûr, il faudra un emprunt de 7 à 8 millions d'euros. Est-ce que les banques vous accueillent bien, les bras ouverts, ou c'est difficile ? J'ai l'espoir que nous serons bien accueillis, et en tout cas, la dynamique, je pense, qui a été créée. Vous venez du milieu bancaire, vous étiez comme d'une... J'étais cadre dirigeant d'un groupe du CAC 40, mais qui n'était pas dans le milieu bancaire. Benjamin Griveaux, vous connaissez bien Dominique Strauss-Kahn. Quelles sont les relations entre Emmanuel Macron et lui ? Est-ce que Dominique Strauss-Kahn s'intéresse à la campagne d'Emmanuel Macron ? J'imagine mal qu'il ne s'intéresse pas à la campagne présidentielle. Il a été trop longtemps un homme politique de premier plan, un responsable politique de premier plan en France pour ne pas jeter un œil à cette campagne. Il leur arrive d'échanger, mais il n'est pas, si la question est celle-là, un visiteur du soir. J'avais juste une question, parce qu'il y a la campagne présidentielle, il y a aussi la campagne législative dans la foulée. Il reste votre calendrier là-dessus, est-ce que vous pouvez juste nous dire une date ? La Commission nationale d'investiture a été installée la semaine dernière avec Jean-Paul Delevoye à sa tête et avec 8 personnalités plus Jean-Paul Delevoye. Elle va travailler grosso modo jusqu'à la mi-mai et procéder à des investitures au fil de l'eau en fonction des dossiers que nous recevons. Nous avons déjà reçu plusieurs milliers de candidatures. C'était Benjamin Griveaux, l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat et Sud Radio ce matin. Merci d'être venu jusqu'ici. On passe au débrief de vos propos. Merci.
Voilà, et j'accueille pour cette séquence débrief Jean-Louis Picot, le responsable des pages Écho du Parisien. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous dans cette deuxième partie de la matinale d'info. Vous étiez là dans la première partie, et merci d'être là aussi Hubert Coudurier, vous étiez là aussi dans la première partie. Et vous êtes le directeur de l'information du Télégramme et le président de Télé Bretagne Ouest. On démarre tout de suite avec ce débrief de Benjamin Griveaux, donc le porte-parole d'En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron. On va parler de la campagne américaine, car il a mis en cause les sites russes qui sont intervenus dans la campagne américaine et dont il parle aujourd'hui en disant qu'ils diffusent des images sur une actualité, celle des banlieues, qui n'a rien à voir avec le temps présent et que c'est de la manipulation, Hubert Coudurier. Oui, enfin bon, il y a de toute façon la crainte. C'est invérifiable pour l'instant, ou alors il faudrait regarder. Lui a l'air sûr. Il a l'air de dire y a que une ces crainte sites russes chez les macronistes. interviennent dans la campagne. Ils sont intervenus, semble-t-il, dans la campagne américaine. Il y a la crainte chez les macronistes d'une réédition du scénario de 2005. C'est pas bon pour son. C'est pas sur les scénarios sécuritaires qu'il serait forcément le mieux positionné au moment où Marine Le Pen préconise, elle, un tour de vis à l'égard des banlieues, en disant que finalement les émeutes qui ont eu lieu ce week-end et qui pourraient se propager cette semaine sont le résultat de décennies de laxisme et elle n'est pas dans le dolorisme vis-à-vis des banlieues. En fait, en l'écoutant ce matin, on a un peu l'impression que les macronistes se disent qu'ils vont devenir la cible. Aujourd'hui, ils sont quand même en haut du panier et que leur tour arrive et les attaques vont se multiplier à la fois sur les soutiens un peu has-been que sont Minc, Kouchner, Berger, etc. Enfin, c'est ce que vous avez dit, son patrimoine, ce qui n'est pas forcément d'une transparence absolue. Et le financement de sa campagne. Et le financement de sa campagne, on ne sait pas exactement. Dont il dit, Jean-Louis Picot, que ce sont en majorité, au fond, des petits donateurs qui souscrivent à aider Emmanuel Macron. Oui, il veut un peu tordre le cou à la rumeur selon laquelle c'est pas le cas, que c'est le candidat justement de l'argent. De la finance même, donc il veut aller à l'encontre de ça, voilà. C'est intéressant d'ailleurs parce que ça rejoint un petit peu le fait que, et ça c'est vrai, qu'il est assez populaire, on parlait des banlieues, mais il jouit plutôt d'une bonne image, Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on aimerait bien l'entendre peut-être plus. On parle de défauts de programme. Alors c'est vrai que Monsieur Griveaux a parlé des policiers. Il est revenu sur certaines propositions dans ce domaine. Donc justement, je pense que vu l'actualité de ces derniers jours, c'est important que Emmanuel Macron s'exprime sur ce qui se passe actuellement. La question du travail au centre de la manière de réussir une politique pour les quartiers, c'est ce qu'a dit Benjamin Griveaux. Oui, absolument. Il a été plutôt convaincant. J'ai un peu eu peur au début de son intervention qui se limite à parler effectivement de l'affaire des médias russes et de la manipulation. Après, il a effectivement fait remarquer que lui, il a dit j'ai 39 ans et j'ai toujours entendu parler des problèmes de banlieue. Je suis un peu plus âgé que lui, mais je peux en dire autant. Donc d'accord pour que le travail soit au centre des préoccupations et des solutions. Après, maintenant, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il faut que Macron s'exprime clairement. C'est quelle solution propose-t-il ? Avec l'ubérisation qui permet à des jeunes d'avoir un premier emploi, il la défend mordicus. Oui, il y a des expériences en banlieue qui fonctionnent. On met toujours le projecteur sur les émeutes, mais il y a aussi des jeunes qui créent des start-up en banlieue ou qui font de l'immobilier, investissent dans des quartiers qui sont a priori en difficulté, mais qui peut-être prendront de la valeur plus tard. Enfin, il y a une économie parallèle en banlieue. Le travail. On ne traduit pas toujours la dynamique et la vitalité de la banlieue dans les images, effectivement, d'émeutes qui reviennent de façon récurrente. Alors, 2 points forts, mieux le rémunérer avec un 13e mois et faire baisser le coût du travail. C'est les 2 axes du programme travail d'Emmanuel Macron. C'est un programme très libéral, le programme d'Emmanuel Macron. Et pour la première fois, la social-démocratie, qui n'avait pas franchi le pas avec François Hollande, se montre sous son jour social-libéral. Et donc, il faut maintenant qu'il l'assume. Jean-Louis Picot. Qu'il l'assume, qu'il le présente, qu'il le développe, parce que je crois qu'effectivement c'est l'un des candidats qui, de par son parcours, de par sa jeunesse aussi, parle aux gens, aux jeunes, et est en mesure de proposer des choses par rapport à ce qui se passe dans l'économie. Il se passe plein de transformations, c'est vraiment un secteur dans lequel les transformations sont énormes et très rapides, et aujourd'hui il y a ce décalage entre le discours politique et puis ce qui se passe dans le monde économique. Et Macron, c'est un des candidats
qui est justement le moins en décalage par rapport à ça. Donc je pense qu'il peut s'appuyer beaucoup là-dessus. Mais il ne peut pas se contenter d'avoir un discours attrape-tout, en reconnaissant finalement les critiques et en endossant les critiques qui lui sont faites, quand il dit finalement une campagne présidentielle, c'est le style qui compte. Oui, dans les faits, c'est ce qui a permis à Kennedy d'être élu, et c'est le style qui compte. Mais aujourd'hui, bien conscient de cette évolution, on en veut un peu plus, et c'est d'ailleurs la chance de Fillon. Oui. Alors, c'est que malgré toutes ses erreurs, il est le seul qui a un programme à peu près réaliste sur le plan économique. Justement, Hubert Coudurier, on a vu ce matin donc avec Benjamin Griveaux, le porte-parole du mouvement d'Emmanuel Macron, qu'il était la cible des partisans d'Emmanuel Macron, François Fillon. Non mais Fillon, il est la cible de tout le monde en ce moment, il en prend plein la figure. Simplement, il a tenu, il y a une forme de résistance psychologique qui lui sera forcément créditée. Ses rivaux se sont neutralisés, n'ont pas réussi à le débrancher. Sarkozy a essayé de pousser Barouin, ça n'a pas marché. Juppé a fait preuve d'orgueil une fois de plus. Et donc, il est clair que si le socle de Fillon tient, ce socle conservateur, autoritaire, qui souhaite une restauration des valeurs traditionnelles, il n'est peut-être pas complètement mort, même si aujourd'hui, il n'est plus dans la course, puisque on va quand même vers un deuxième tour Macron-Le Pen. On peut expliquer ça, cette attaque dirigée contre François Fillon, de la part ce matin du porte-parole d'Emmanuel Macron. C'est la cible des macronistes, François Fillon ? Tant que Fillon sera la cible, Macron le sera moins. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on voit bien que Emmanuel Macron est un peu passé entre les gouttes, mais qu'à un moment, si l'attention se détourne de François Fillon, ça va se tourner vers le possible favori, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et ça, il n'y échappera pas, de manière justifiée ou non. À un moment, il va y avoir une attention, il va y avoir une pression qui va se mettre sur lui. Et je pense que ça explique sa stratégie d'être un peu, non pas en retrait, mais en tout cas d'être très prudent dans ses interventions. C'est quand même la bataille pour la qualification pour le second tour qui se joue actuellement. Et dans tous les cas de figure, il gagne contre Marine Le Pen, l'un ou l'autre, aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas ça. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ? Qui est absolument sûr que Marine Le Pen serait constamment confrontée à ce plafond de verre, qui verrait qu'elle n'a aucune chance d'être élue. Il y a beaucoup d'inquiétudes en Europe. Les photographies. Comme il n'y avait aucune chance pour Trump, comme il n'y avait aucune chance pour le Brexit. Les Allemands sont très inquiets de l'élection Attention. potentielle de Madame Le Pen. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que François Fillon attaque le tribunal médiatique, la politisation de la justice, ça ne le dessert pas. Parce que ça correspond... Depuis la Réunion, c'était le cas, tout le week-end. Ça a été très clair à la Réunion, et c'est aussi là-dessus qu'il peut cristalliser et consolider son socle. Jean-Loup Picot, un tout petit mot, il reste 30 secondes sur le style Macron. Visiblement, il plaît. C'est quoi cette fraîcheur, cette jeunesse, c'est kennedien? Il a le privilège de la jeunesse. Il a un parcours atypique. Je ne pense pas que ça suffira. Franchement, personnellement... Il rentre dans le dur, comme on dit maintenant. Il rentre dans le dur, effectivement. Il a un style qui, effectivement, est très bien passé jusqu'à présent. Maintenant, il faut qu'il arrive avec un programme. Alors, il a déjà fait des propositions, mais ce qu'on attend, c'est que son programme soit financé et puis qu'il aille se confronter aux autres. Il va falloir qu'il monte sur le ring à un moment. C'est obligatoire dans ce genre de campagne, que ça lui plaise ou non. Voilà, merci. Il faut qu'Emmanuel Macron monte sur le ring. Jean-Louis Picot du Parisien, merci infiniment. Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, merci d'avoir été ce matin avec nous. On passe aux Zappélisés, c'est le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. François Fillon qui prend le large. Le candidat de la droite et du centre vient d'arriver à La Réunion pour 3 jours de campagne. C'est une île que je connais bien, où je suis venu souvent. C'est à la fois un symbole de la grandeur de la France, puis en même temps c'est un résumé de tous les maux de notre pays, en particulier du chômage et de l'insécurité. Il a des décisions à prendre et il aurait dû les prendre avant cela, parce qu'il est en train de menacer l'alternance, de menacer y compris son camp ou sa famille politique. Péché au camp, monsieur Fillon. Monsieur Fillon, pourquoi vous êtes préoccupé par mon cœur? Dans 15 jours, il sera trop tard, puisque pour être candidat à la présidence de la République, il faut recueillir 500 parrainages de 30 départements. Ouais. Et si vous ne le faites pas, eh bien, personne ne peut être candidat à votre place. Ouais. Donc, il faut qu'il se décide maintenant. C'est à lui de décider, pas à moi. Détendu, le candidat esquisse même quelques pas de danse. L'ambiance est festive. Vous allez repartir avec un karma d'enfer à Paris. J'ai un karma d'enfer. Au fond, la question a toujours été la même. Être debout ou être à genoux.
Eh bien, ma réponse, c'est debout toujours, à genoux jamais. François Fillon, François Hollande, Benoît Hamon et Nicolas Sarkozy, tous dans le même char. Ce n'est pas courant de les voir réunis, mais à Nice cette année, on a décidé de s'amuser des hommes politiques. Moi, je ne veux pas proposer une vision de la France qui soit sinistre. Et j'observe qu'à vision sinistre, projet sinistre. Et c'est exactement le projet de François Fillon, sinistre. Tout l'enjeu, c'est de s'adresser à ces électeurs et de leur poser la question du rassemblement et de la possibilité d'organiser ce rassemblement. Et on le fera concrètement. Il faut ménager toutes les sensibilités, alors il y aura dans cet organigramme 2 porte-paroles proches de François Hollande, un directeur de campagne proche de Martine Aubry, ou encore la frondeuse Aurélie Filippetti qui soutenait Arnaud Montebourg. Je ne leur demande pas d'arriver avec leur étiquette Payon, leur étiquette Montebourg, leur étiquette Hollande ou Valls. Le message qu'ils portent, la compétence qui est la leur, nous permettra de nous déployer. Et vous pensez qu'elle est possible cette union avant le premier tour? Ce sera Jean-Luc Mélenchon de répondre à cette question, je ne sais pas. Encore une fois. Ça vous oblige vous aussi? Vous êtes quand même, c'est lié les deux, non? Non, mais c'est-à-dire, c'est lié. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire un accord de cartel, de tambouille ou de je ne sais quoi. Jean-Luc Mélenchon a toujours été clair. Il n'est pas très intéressé ni par le soutien des militants communistes qui lui ont apporté une majorité pour qu'il soit le seul candidat, ni par la main tendue par Benoît Hamon. Regardez ce que vous voyez là, on dirait moi en 2012. Vous avez sur l'image, vous avez le rouge et le vert, ce sont les couleurs de mon parti, ma cravate rouge, mon costard noir. Bon, on a l'impression qu'il joue une sorte de revival, comme on dit, une version colorisée des années 2012. Voilà, c'était Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale télé d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Bonne journée à tous. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Députés, experts, spécialistes rassemblés pour débattre avec vos réactions sur nos réseaux sociaux, en direct sur LCP. Ça vous regarde, présenté par Arnaud Ardouin, ce soir à 19h30.